Bonjour tout le monde. On va commencer. Bienvenue à ce webinaire qui est présenté par le Panier Bleu. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de présenter le projet qui a été annoncé le 25 janvier dernier et en même temps de répondre peut-être aux questions que vous avez. Donc, pour l'occasion, Alain Dumas, qui est directeur général, va faire une présentation d'une trentaine de minutes. Ensuite de ça, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Il y a une petite option en bas de l'écran qui s'appelle Q&A. Vous pourrez cliquer là-dessus, écrire vos questions, puis on pourra y répondre à la fin. Et juste avant de commencer avec M. Dumont, on a M. Steve Lavoie, qui est directeur général de la Chambre de commerce de Québec, qui voulait dire un petit mot. Alors, merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Alors, je veux commencer en remerciant M. Dumas de prendre le temps de s'adresser à nos membres aujourd'hui. Vous savez, dans la dernière année, les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec ont dû faire preuve d'une très grande résilience et innover sans cesse pour pouvoir continuer d'opérer dans leur secteur d'activité. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement du Québec s'implique dans sa nouvelle mouture du panier bleu pour promouvoir l'achat local. De récents sondages mentionnent que plus de 86% des gens pensent davantage à l'achat local afin que ce mouvement devienne une habitude permanente dans l'esprit des consommateurs. Nos entreprises ici auront bien besoin de toute l'effervescence de l'achat québécois pour poursuivre au-delà de la pandémie. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent échange et profitez-en bien. Merci. Merci, M. Lavoie. Effectivement, une des raisons du panier bleu, c'est de faire la promotion de l'achat local, comme vous le savez. Et comme disait M. Lavoie, au niveau des sondages, on le sait que excusez-moi, mon téléphone qui sonne. 86% des gens sont intéressés par l'achat local. Et ça, c'est une donnée qui est très importante, mais c'est une donnée qui est relative à la pandémie. J'écrivais justement sur LinkedIn dernièrement que la fibre de l'achat local se continue comme la pandémie se continue. Puis l'idée, c'est qu'il faut cristalliser ça dans la tête des consommateurs avant que justement que la pandémie se termine. Je vais partager une présentation. Ça va me guider à travers ce que je vais vous présenter. Je suis un passionné de ce que je présente, fait que je vais essayer de me contrôler pour vous laisser assez de temps pour me poser des questions. C'est bien entendu, c'est mon objectif que je me suis fixé. J'espère que vous voyez bien mon écran et je vais la mettre plein écran pour que ce soit plus facile pour vous de voir. Ben écoutez, le titre est un peu pompeux, mais en fait, ça définit bien ce qu'on veut essayer de faire. C'est de mettre en commun les forces du Québec. Cela, c'est afin d'offrir une alternative aux géants mondiaux du commerce numérique. On veut, c'est une très grande ambition. On en est conscient, mais on pense que ça vaut la peine d'avoir cette ambition-là, du moins de la regarder, puis de s'assurer, si on peut le faire, de le faire, parce que le commerce de détail en a besoin. Et la pandémie l'a rendu très, très, je vous dirais, très, très dans l'esprit des gens, c'est que quand le commerce de détail va mal, un peu comme dirait Obélix, quand le commerce de détail va mal, tout va mal. Fait que c'est pour ça aussi qu'on offre de travailler dans une alternative à ce niveau-là. Plan de rencontre, je vais sauter par-dessus. Juste un petit rappel, le panier bleu, vous le savez, ça a été lancé en avril 2020, l'année dernière, en pleine pandémie, au moment où les commerces étaient fermés. Ça a été annoncé de bonne façon par le premier ministre et le ministre Fitzgibbon lors de conférences de presse. Ça nous a servi, ça nous a desservi. Ça nous a servi parce qu'on a eu une notoriété, je vous dirais, spontanée très rapide. En contrepartie, ça a créé des attentes qui étaient, je vous dirais, insurmontables. Ceci étant dit, c'est correct. On préfère être connu et un peu pas décevant, ce serait un bien grand mot, mais je veux dire, avoir eu des attentes incroyables que de ne pas être connu du tout et avoir à ramer à l'envers. Donc, la première chose qu'on a fait, nous, notre objectif, c'était de mettre de l'avant toujours la pensée de l'achat local. Donc, une grande partie de notre mission, c'est la promotion. Un premier outil qu'on a voulu mettre en place, c'est un registre de détaillants. C'est quelque chose qui n'existait pas. On a défini qu'est-ce qu'est un détaillant québécois, c'est-à-dire un détaillant de propriété québécoise, c'est-à-dire une place d'affaires dont le propriétaire est québécois. Et au mois de juillet, on a pu dire qu'on avait 20 000 commerçants qui étaient répertoriés dans notre répertoire, et cela dans toutes les régions du Québec.
ce qui était assez important à ce niveau-là. En contrepartie, au niveau technologique, on a lancé au mois d'octobre aussi un catalogue de produits. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux commerçants qui offraient du commerce en ligne de nous donner accès à leurs inventaires de produits. Donc, ils ont fait quelques changements souvent au niveau de leur site web, ce qui nous a permis d'absorber l'entièreté de leur catalogue de produits et d'en créer un supra-catalogue avec un outil de recherche. Et écoutez, avant la temps des fêtes, on était à plus de 2500 commerçants québécois qui répertoriaient environ 2 200 000 produits. Ça, c'est quelque chose qui nous a permis aussi de redéfinir beaucoup l'expérience qu'on va vous parler, qu'on veut mettre en place à partir de l'an prochain. Et, en fait, de cette année. Et au mois d'août aussi, on a lancé des chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec. C'est une demande qui a été faite par le ministère. Et c'est en fait, c'est ces travaux-là qui nous ont amené le 25 janvier dernier à annoncer les prochaines étapes du projet Panier Bleu. Je vais aller vous expliquer un peu les chantiers. C'est important de comprendre la démarche. La démarche des chantiers, c'est qu'on a réuni ensemble 80 experts qui ont travaillé à s'interroger sur plusieurs facettes du commerce de détail. On parle principalement du commerce de détail, mais la transformation numérique du commerce de détail, parce que c'est vraiment de quoi il s'agit en ce moment. Et ces 80 experts-là, quand je parle d'experts, on a eu des présidents de compagnie, par exemple, en logistique, en marketing. On a eu des professeurs, des chercheurs. On a eu des commerçants, bien entendu, parce qu'en bout de ligne, on est là pour les commerçants. Et on a fait des ateliers de travail. Et c'était vraiment des ateliers de travail et les gens avaient des travaux à faire en chacun des ateliers aussi. Fait que j'en profiterai pour remercier les 80 experts qui, bénévolement, ont donné beaucoup de temps pour le panier bleu durant cette période. On a fait aussi, ça c'était au préalable, c'était même avant les chantiers, on a fait des Zooms, des visioconférences avec des commerçants de 16 régions du Québec. L'idée, c'était d'aller rencontrer un peu qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi les enjeux qu'ils ont au niveau de la transformation numérique, qu'est-ce que la COVID les a fait réaliser, qu'est-ce qu'ils ont réalisé durant la COVID. Et aussi, on a fait des sondages auprès de plus de 4000 personnes, autant des consommateurs que des détaillants, des partenaires du commerce de détail, comme des médias, par exemple, afin de savoir leur pouls, comment ils voyaient l'avenir, qu'est-ce qu'ils voyaient qui étaient les enjeux, qu'est-ce qui pourraient être les solutions. Et après ça, en fait, le rapport lui-même a été déposé au ministère au mois de décembre et a été rendu public le 25 janvier. Ce qu'on a déposé, en fait, c'est un rapport exhaustif d'environ 200 pages. Si jamais vous voulez le lire, il y a des versions réduites du rapport, bien entendu. Mais on a livré 49 recommandations, pour être précis. Et ce qui était très important pour le groupe de travail, c'est comme ça qu'on a approché les différents experts qui ont travaillé sur les chantiers, c'était que c'était important pour nous d'avoir une feuille de route par la suite pour mettre ces recommandations-là en place. On ne voulait pas faire un rapport qui, excusez-moi l'expression, qui ramassait la poussière sur une tablette. On voulait vraiment s'assurer que ça donne quelque chose. Donc, quand je parle des chantiers, en fait, il y avait 8 chantiers différents. Il y a 2 chantiers je voudrais juste insister sur le fait que je dirais transversal. Il y a un chantier qui était vraiment sur l'origine québécoise des produits et des commerces. On a une définition actuelle des commerces québécois, mais on voudrait raffiner on pense qu'il faut raffiner cette définition-là. Puis aussi, il faut amener une définition des produits québécois. Qu'est-ce qu'un produit québécois? C'est certain qu'il existe déjà des appellations. Aliments du Québec est probablement le plus connu. On n'a pas l'intention de réviser ce qu'Aliments du Québec dit, mais on pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui auraient besoin d'un Aliment du Québec, en fait. Et on voudrait aider en ce sens-là. Et en bout de ligne, ce que vous avez, ce qui sont les fondations de ces différents chantiers-là, pardon, c'est la gestion de l'expérience consommateur et relations clients. Vous savez, quand on parle d'être une alternative aux grands joueurs internationaux, il faut le savoir, c'est que les grands joueurs internationaux, c'est pas juste une question d'argent qu'ils réussissent, c'est aussi au niveau de l'expérience consommateur. Ils donnent une expérience consommateur qui est totalement intégrée. Je vous dirais, on parle souvent d'un parcours client. C'est un parcours client impeccable dans la mesure où le client, c'est une transaction qui se fait très rapidement. Il trouve de tout. C'est un flot d'informations, un flux d'informations super facile à comprendre. Et la logistique est impeccable et les retours impeccables. Ça étant dit, je dis impeccable, c'est un peu
c'est un peu une légende parce qu'ils ont aussi des erreurs de leur côté, mais d'un autre côté, ça a monté la barrière du niveau de service attendu par les consommateurs très haut. Donc, en fait, les rapports ont donné certains, je vous dirais, enjeux généraux par rapport à ça. Si on parle des enjeux externes, ben, vous savez, bonhomme à l'an, il y a environ, puis là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a explosé. C'est des chiffres qui datent de 2019. Mais il y a à peu près entre 10 et 15 et 11 milliards de ventes qui se font à travers le commerce en ligne. Et de ce 11 milliards-là, il y en a 4 milliards qui sortent du Québec. Pas seulement avec des joueurs comme Amazon, mais aussi avec des joueurs, par exemple, américains qui vendent en sol canadien. Le 4 milliards inclut aussi des ventes d'entreprises canadiennes qui ne sont pas nécessairement pignon sur rue au Québec. L'autre chose qui est importante de noter, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais 85% des placements numériques en publicité au Québec sont faits dans des médias internationaux. Médias internationaux, j'entends Google et Facebook. Donc, c'est 1 milliard de dollars de publicité qui ne vont plus dans nos médias traditionnels numériques, style la presse, le Nouvelliste ou peu importe, tous les journaux régionaux, mais qui ont aussi des endroits numériques, mais qui vont directement dans des plateformes étrangères. Puis finalement, ben, comme je vous disais tantôt, il y a l'expérience d'achat qui est offerte par les géants mondiaux, qui est devenue la norme pour le consommateur, principalement le jeune consommateur qui, je vous dirais, priorise l'achat simplifié à même le concept d'achat local. C'est pour ça d'ailleurs que l'achat local, plus la strate de la population vieillit, plus ils sont conscientisés à l'achat local et ils sont prêts à faire des sacrifices pour ça. Au niveau des enjeux internes, ben, vous le savez, ouvrir un site web, c'est une première étape. Avoir un site transactionnel, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est de faire voir son site. Et ça, c'est une lacune qu'on a au Québec parce que le fait que chaque détaillant, chacun son petit site, ça les oblige collectivement à mettre énormément d'argent au niveau du numérique pour faire connaître leur site. Et comme je vous expliquais, 85% de cet argent-là s'en va chez les géants numériques, ce qui fait qu'on est doublement perdant à ce niveau-là. L'autre chose, c'est le dédoublement attendu en commerce en ligne. Il y a des commerçants qui ont ouvert des sites de commerce en ligne durant la pandémie, pendant qu'ils étaient fermés. Et souvent, ils se sont retrouvés avec un deuxième commerce, puis ils ne s'y attendaient pas. Ils n'avaient pas prévu que le commerce électronique pouvait demander autant de travail de leur côté. Et aussi, ça venait nuire un peu à la relation qu'ils ont eue avec leurs consommateurs quand ils ont réouvert leur commerce. Ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont dit. L'autre chose aussi, c'est la multiplication des initiatives. Il faut le dire, tout le monde a essayé d'aider le commerce de détail au cours des derniers mois, ce qui fait qu'il y a eu une multiplication d'initiatives qui ont été faites sur le marché. En quelque part, ben, encore là, ça joue le jeu souvent des multinationales qui, eux, martèlent un seul message, tandis que nous, on a tendance à se dissiper, à se diluer au niveau des initiatives. Et finalement, ben, les commerçants nous l'ont dit, il y a un manque d'expertise. Eux, ce sont des entrepreneurs de commerce de détail. Souvent, ils n'ont pas les connaissances au niveau numérique, ce qui fait qu'ils partent avec 2 prises, par exemple, contre eux à ce niveau-là. Donc, la grande conclusion générale du rapport, c'est que on ne pourra jamais se tenir contre les joueurs internationaux tant aussi longtemps qu'on va travailler en silo. Puis, j'entends pas seulement en silo les commerçants, j'entends en silo, par exemple, l'infrastructure logistique derrière ça. J'entends les médias, j'entends les communications aux commerçants. Tout ce qui entoure le commerce de détail, en fait, travaille beaucoup en silo. Puis ça vient nuire parce que c'est le principe de diviser pour régner. Donc, nous autres, le rapport, ce qu'il dit, c'est si on veut s'en sortir, il faut mettre les forces vives du secteur en commun. Donc, l'action proposée, c'est de créer un écosystème numérique québécois. Puis ça, c'est un écosystème qui répond aux besoins des commerçants. Comme on vous disait tantôt, ben, les commerçants n'ont pas nécessairement les compétences nécessairement pour aller très loin là-dedans, mais ils veulent avoir accès à des outils qui sont simples, des outils avec lesquels ils peuvent avoir confiance. Et l'autre chose aussi, ben, c'est un écosystème numérique québécois pour les consommateurs parce que, écoutez,
c'est la base de tout commerce, c'est d'écouter le consommateur puis d'offrir au consommateur ce qu'il veut avoir, parce que sinon, c'est une bataille sans fin à essayer d'avoir les consommateurs de notre côté. Quand je vous parle d'un écosystème, c'est quoi l'écosystème? Ben, c'est une place de marché. Pour ceux qui connaissent pas une place de marché, ben, probablement que le concept d'Amazon est le concept que vous connaissez tous. Donc, c'est une place où vous allez trouver de tous les produits dans une seule place. Donc, vous pouvez acheter plusieurs produits, même des produits disparates au même endroit, en faisant une seule transaction. Il y a toute la gestion de données personnelles, vous savez. Collectivement, tous les détaillants ramassent un peu d'informations personnelles des consommateurs. C'est pas mal en soi, mais la force des données, c'est de les utiliser après ça pour faire des offres personnalisées, pour leur proposer des produits qui sont en lien avec leurs aspirations et leurs goûts, etc. C'est très, très difficile à faire de façon isolée. Fait que un écosystème comme ça, ce serait un écosystème justement qui utiliserait ces données personnelles-là pour faire un message personnalisé au consommateur, mais à partir des données de tous les commerces. L'autre chose, c'est l'efficacité logistique. Tout commerçant qui a commencé à faire du commerce électronique se rend compte que c'est une job de logistique et d'opération. Et souvent, ben, au niveau logistique, il y a les marchés, je dirais, les régions sont mal desservies ou bien desservies, ça dépend, c'est très inégal. Mais cependant, ce qui est intéressant qu'on a vu à travers les chantiers, c'est qu'il y a beaucoup d'offres logistiques. C'est juste que les offres logistiques ne sont pas nécessairement synchronisées ni mutualisées. Finalement, ben, il y a une alternative publicitaire, on vous le disait tantôt, c'est 1 milliard de dollars qui sort. On pense qu'en travaillant avec les médias, travaillant avec les commerçants, on peut ramener une partie de cet argent-là directement en sol québécois. Mais c'est un peu comme le 4 milliards de tantôt. Vous savez, quand on parle de ramener cet argent-là au Québec, on est très ambitieux, mais on n'est pas des rêveurs non plus. Sur 4 milliards de ventes, on ne pense pas ramener 4 milliards de ventes parce qu'il y a des gens qui vont continuer à aller voir, par exemple, Amazon. Et en contrepartie, si on est capable d'aller chercher une partie de ça, c'est-à-dire, voyons, je dis n'importe quoi, 10 bien, vous savez, 10 c'est quand même 400 millions. 400 millions de plus dans l'économie québécoise, ça peut vous démontrer un peu l'impact que ça peut avoir. Et au même titre, d'aller chercher, par exemple, 100 millions de plus dans les médias, ben, ça va nous aider collectivement. Finalement, ben, l'écosystème repose sur une chose importante, qui est l'identification des commerces et des produits, parce que c'est la pierre angulaire de tout ça. On ne veut pas créer un Amazon pour compétitionner un Amazon. On veut créer une place de marché québécoise pour les Québécois. Et ceci étant dit, ce ne sont pas que des produits québécois. On l'a déjà dit, le panier bleu regorge d'autres produits. Si on veut être une alternative à un joueur comme Amazon, il faut être certain d'offrir tous les produits qui se retrouvent, chez les commerçants locaux. Et on connaît tous des commerçants locaux, par exemple, en électronique. Il y a très peu de produits québécois en électronique, mais on veut quand même aider ces commerçants-là. On préfère un téléviseur qui est acheté dans une boutique d'électronique de la rue principale que de laisser le téléviseur se faire acheter, par exemple, chez un géant américain ou tout simplement chez Amazon, encore une fois. Je vous parlais de produits et de commerce québécois. Vous avez ici une représentation que vous pourrez trouver dans le rapport. Si vous allez sur le site du Panier Bleu, il y a le rapport complet, puis il y a un rapport par chantier. Ça, c'était le chantier sur les commerces et produits du Québec. On a commencé à regarder, puis ça, c'est avec les experts qu'on a travaillé ça. Et on a travaillé aussi avec les consommateurs. On leur a demandé qu'est-ce qui était important pour eux de reconnaître dans un produit québécois. Vitement, je veux juste vous dire, si vous regardez du côté de l'impact des produits du Québec, la deuxième image, bien, vous voyez au niveau les consommateurs nous ont dit qu'il y avait trois facteurs qui étaient plus importants que les autres pour eux. Le design d'un produit, le contenu, c'est-à-dire la matière première, et finalement la fabrication. Donc, c'est l'accumulation de ces choses-là. Fait que pour un consommateur, que les trois variables soient faites au Québec fait un produit vraiment pur québécois. Tandis que s'il y en a deux, bien, ça ferait probablement un bleu plus pâle, puis seulement un bleu pâle. Et s'il n'y a aucune de ces cases-là qui est remplie, bien, je vous parlais du téléviseur tantôt, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas de bleu, bien, à ce moment-là, il serait blanc. Mais on n'empêchera pas les gens de l'acheter, mais s'il y a un produit qui est bleu, bien, on va le mettre en priorité, bien entendu. Je ne veux pas passer à travers ça inutilement, c'est dans le rapport, puis je veux laisser beaucoup de temps aux questions.
parce que c'est souvent la partie qui est la plus intéressante, en fait. C'est pas que je suis pas intéressant, mais il y a beaucoup de matière. Fait que je comprends que des fois, c'est plus facile par question-réponse. La seule chose que j'aimerais mettre de l'emphase, c'est la place de marché éthique. Pourquoi on dit que c'est une place de marché éthique? C'est pour une raison principale. Si vous allez dans les places de marché, comme je vous disais, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui provient d'un détaillant, en fait, la provenance du détaillant et la provenance du produit. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est ramener ça à l'avant. La deuxième chose qu'on veut faire aussi, c'est de focusser beaucoup sur la proximité. On l'a essayé en ce moment avec le catalogue de produits qu'on a en ligne. On permet aux gens de faire une recherche sur un produit. Puis après ça, ce qu'on lui permet, c'est de dire, j'aimerais voir quel commerçant à proximité de chez moi a ce produit-là. C'est pas parce que tu veux acheter en ligne que tu veux pas encourager quand même le petit marchand de proximité. Souvent, le problème, c'est que tu ne sais pas que ce marchand de proximité-là a le produit. Fait que c'est un peu l'idée qu'on a derrière ça. On pense que la meilleure façon de réduire, par exemple, la distance au niveau des livraisons, diminuer les coûts de livraison aussi, puis diminuer l'impact environnemental, c'est probablement de mettre de l'avant le fait que la proximité des commerces. L'autre raison pourquoi c'est éthique, c'est qu'on veut que ce soit une plateforme qui appartienne en partie aux détaillants, c'est-à-dire que les revenus doivent revenir un peu à l'économie locale à ce niveau-là. Je vous passerai pas à travers les deux, là, c'est un peu répétitif, mais ça donne du détail. On vous fera parvenir la présentation si vous voulez le lire plus en détail. Puis aussi, comme je vous disais, il y a aussi la possibilité d'aller directement sur le site du Panier Bleu dans Chantier. Vous allez avoir du détail concernant ça. L'approche modulaire, en fait, ce qu'on veut tout simplement dire, c'est qu'on va travailler pour tous les niveaux de maturité des commerçants. Autant le commerçant qui, à ce moment-ci, n'a pas de solution, que celui qui est déjà une destination. L'idée, c'est d'offrir une plateforme qui est bonne pour tout le monde et non pas certaines personnes. Puis, si on dit des composantes ouvertes, c'est par exemple l'identifiant des produits du Québec. On ne veut pas juste le rendre disponible sur la plateforme qu'on va développer. On veut le rendre disponible aussi pour les commerçants qui voudraient s'en servir au niveau de leur site web personnel. Entre autres, si on parle d'identifiant des commerçants, ben, le commerçant pourrait s'afficher, par exemple, comme commerçant bleu foncé parce qu'il est un commerçant 100% québécois, ce qui donnerait un edge sur d'autres commerçants. Il y a une autre partie de l'écosystème qui touche moins les solutions numériques, je vous dirais. C'est tout l'écosystème de formation, de vigie, de financement, etc. On ne pense pas que c'est dans notre... c'est à nous à faire ça. Comme on vous disait tantôt, l'idée, c'est de mettre toutes les parties prenantes à contribution. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait en ce moment dans les villes, dans les chambres de commerce. Le Conseil québécois du commerce de détail fait ça. Le Conseil québécois de l'innovation en commerce de détail fait ça aussi. Nous autres, ce qu'on pense tout simplement, c'est d'aider ces associations-là, ces formateurs-là, à leur expliquer comment notre plateforme va exister pour qu'ils puissent accompagner et aider les commerçants justement à y adhérer pour qu'ils en tirent le meilleur bénéfice possible. Je vais vous présenter une petite vidéo. Je vous dirais que ça représente un peu ce que j'ai dit depuis le début, mais c'est un peu comme un... Comment je vous dirais ça? C'est comme un petit film de Disney dans la mesure où il y a de l'animation. Des fois, c'est un petit peu plus dynamique à écouter et à regarder qu'un orateur qui parle par Zoom. Fait que je vais vous partir ça en espérant que le son soit au rendez-vous. C'est un secret pour personne, le commerce de détail est à un point tournant. Et encore davantage en cette période de pandémie où le virage numérique est devenu crucial pour survivre. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se tenir debout face à la compétition internationale? Aux 25 coins et raccoins du Québec, nous avons rencontré des entrepreneurs, propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises, mais aussi des experts et des chercheurs universitaires. Suite à ces discussions, 8 chantiers majeurs ont été mis sur pied, couvrant tout ce qui touche de près ou de loin au commerce de détail. Sujet capital, le virage numérique a été réfléchi, évalué et réévalué. Maintenant, il est temps d'agir. Et les chantiers, c'est un plan clair et concret pour agir aujourd'hui. Vous, les détaillants, êtes bien sûr au cœur de ce plan. Mais vous n'êtes pas seuls. Des actions concrètes visent tous les joueurs du milieu et le gouvernement afin de vous aider de façon optimale à vous faire découvrir. Parmi ces tâches, mettre en commun les forces vives de chaque secteur et de chaque région en appui aux commerçants
et mettre en place une infrastructure de services numériques pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, servir vos clients. Le moteur derrière ces actions, le panier bleu, avait pour objectif de faire naître un mouvement et ce mouvement est maintenant en marche. Forts de leurs expertises, les 80 membres des chantiers ont développé un itinéraire clair en route vers la plateforme de magasinage en ligne réservée aux détaillants québécois. Si les géants mondiaux ont tendance à avaler l'identité des entreprises au profit de leur propre enseigne, au contraire, les chantiers mettent les commerces d'ici en vedette. C'est vous qui êtes dans la vitrine. Que votre présence numérique se limite à un site web des années 90, une page Facebook ou jusqu'au NEC plus ultra, que vous soyez seul dans votre boutique ou à la tête de 2000 employés, les chantiers ont mis au point une feuille de route simple dont l'objectif est tout aussi limpide. Créer un écosystème numérique afin de propulser le commerce de détail au Québec. Les solutions pour bien se positionner numériquement n'ont jamais été aussi accessibles. Votre moment pour entrer dans la parade, c'est maintenant. Pour une fois qu'on parle de chantier visant à augmenter le plus possible le trafic et que c'est une bonne nouvelle. C'est un secret. Je ne vous la ferai pas écouter 2 fois quand même. Écoutez, je vais prendre juste 5 minutes pour vous expliquer un peu les échéanciers, où est-ce qu'on en est rendu en ce moment et c'est quoi les livrables à court terme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que suite participant au chantier, il y avait 2 institutions financières québécoises. Il y avait Desjardins et la Banque nationale. Suite aux résultats des chantiers avec le rapport et la feuille de route déposée, Desjardins et Banque nationale ont décidé que ça valait la peine d'aller plus loin et de vraiment voir à pousser le concept. Donc, ils ont décidé de financer chacun à la hauteur de 300 000 une période de 3 mois qui est une période pour définir justement l'écosystème. Le panier bleu aussi fait partie de cette définition-là pour une bonne raison. C'est que le gouvernement est prêt à appuyer l'initiative à la seule condition que l'initiative continue à transporter, je vous dirais, l'essence du panier bleu, c'est-à-dire de continuer à valoriser le commerçant québécois et le produit québécois. L'idée, c'est, comme je vous disais, c'est pas de créer un autre Amazon, c'est de créer une alternative pour les gens qui veulent appuyer le commerce local. On parlait tantôt, M. Lavoie parlait du 86 %. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dans le 86 % il y a 66 % environ des gens qui disent que le commerce local sont prêts à l'appuyer dans la mesure où les prix sont compétitifs, parce qu'il reste que le prix est un facteur très important pour le consommateur. Ce qui est important, par exemple, c'est qu'on a une crème de consommateurs qui, eux, 15 % qui disent qu'ils sont prêts à vraiment changer leurs habitudes pour encourager le commerce local. Je vous dirais que c'est notre première clientèle qu'on vise en ce moment. Par la suite, on s'attaquera aux gens qui ont une mauvaise perception du prix des produits québécois. Donc, en fait, c'est que conjointement, Panier Bleu, Desjardins et Banque nationale, ce qu'on fait, on s'est donné une période de 3 mois, on a engagé des firmes reconnues au Québec pour nous aider à développer vraiment un modèle de gouvernance, c'est-à-dire comment ce nouvel écosystème pourrait être gouverné, sous quelle forme. Il faut développer un modèle financier viable parce que le gouvernement nous l'a dit, il est prêt à appuyer ce qu'on recommande, mais en quelque part, le gouvernement ne veut pas devenir propriétaire d'une entreprise de place de marché de ce type. L'autre chose aussi, c'est de valider les technologies nécessaires parce que ça demande des technologies. Ce qui est l'avantage quand même aujourd'hui, c'est que si on se projette même là 5 ans, il y a beaucoup de technologies qui sont... Vous savez, le Québec est un fer de lance au niveau des solutions de commerce électronique. Tout le monde connaît Lightspeed, tout le monde connaît Shopify. C'est quand même du terreau québécois qui en est parti, ces solutions-là. Donc, on est en avance. Les commerçants ne le sont pas, mais les solutions le sont. L'autre chose aussi, c'est d'obtenir des engagements. Ce qu'on veut dire par obtenir des engagements, c'est un peu aujourd'hui pourquoi je vous parle. Puis les engagements, c'est pas de signer des lettres en disant que vous êtes prêts à mettre de l'argent là-dedans. C'est plus, les engagements, c'est des gens qui voient ce qu'on veut faire puis qui sont prêts à s'engager à dire on aime ce qu'on voit, on aimerait que ça continue. On est prêt à l'appuyer sous des formes, voyons, d'accompagnement au niveau des commerçants ou de visibilité sur ce qu'on essaye de faire, etc., etc. Et finalement, c'est de trouver du financement privé parce que, comme je vous dis, le gouvernement est prêt à contribuer
à la hauteur de ce qu'un gouvernement peut faire pour faire vivre une initiative qu'il trouve porteuse, mais le gouvernement ne veut pas être majoritaire ou responsable de cette entreprise-là. Fait que nous autres, l'idée, c'est de livrer d'ici au 1er mai un plan de match vraiment précis et d'attirer des investisseurs avec ça et de monter un financement privé. Ceci étant dit, jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Il y a beaucoup je vous dirais, des institutions financières qui nous ont approchés. Il y a des investisseurs privés aussi. Ça reste qu'aujourd'hui, ils veulent apprendre qu'est-ce qu'on propose. Et il reste qu'il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui croient déjà au concept. On s'est commis aussi à le faire rapidement. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire tout faire, mais ça veut dire déjà pour Noël 2021, avoir une première version d'une place de marché, je vous dirais, viable, efficace, et qui offre une expérience client honnête qui permet déjà de démontrer le modèle d'affaires. C'est certain qu'en ce moment, on est en train de définir ça. Ce que je vous dirais, c'est que étant donné que la logistique est un des angles qui est quand même très, très important, une variable qui peut nuire à ce principe-là, ce qu'on pense de plus en plus, c'est qu'on commencerait probablement cette première phase, non pas dans le Québec en entier, mais probablement dans une ou deux régions seulement. Et avec les acteurs justement régionaux ou locaux, de mettre en place un système logistique qui pourrait supporter les consommateurs, les commerçants dans leur secteur d'activité. Ça serait pour livrer avant Noël. Et étant donné que je vous parlais d'y aller par exemple, une ou deux régions à la fois, ce qu'on pense, parce que, comme on vous disait tantôt, ce qu'on veut, c'est amener les gens. Oui, le client veut acheter via un site de commerce électronique, mais ceci étant dit, le client, en même temps, veut aider les commerces de proximité. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est, faire la plateforme pour qu'elle mette en priorité les commerces de proximité, mais aussi, on veut que la plateforme puisse être adaptable par région, par municipalité ou par rue principale, par exemple. Fait que si, par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous avez une rue principale que vous voulez valoriser, ben, vous seriez en mesure de faire une porte d'entrée à la plateforme. Disons, je veux dire probablement n'importe quoi, mais on va dire que vous, je sais pas moi, je vais prendre Sherbrooke, je prends une ville au hasard. Vous dites, peut-être que les clients, vos contribuables vont pouvoir aller à sherbrooke.lepanier-bleu.ca et à ce moment-là, avoir une entrée de jeu, les commerces de Sherbrooke, et ils vont pouvoir travailler dans un aspect régional du site. Mais l'idée, c'est d'attacher le site régional au site québécois parce que une chose qu'on a vue avec la prolifération de sites régionaux ou de sites, par exemple, de municipalités, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on referme le marché intérieur vers le marché intérieur. Ce qui fait que souvent, on fait connaître on a fait faire des transactions électroniques à des consommateurs qui allaient en personne dans les commerces. C'est pas nécessairement de la création de valeur, c'est de la cannibalisation qu'on appelle en marketing. C'est surtout que ça se referme sur nous-mêmes. L'autre chose qu'on veut faire, c'est parce qu'on discute aussi avec le Conseil canadien du commerce de détail qui est au courant de notre projet et qui trouve que si le projet voyait le jour, c'est certain que ça serait intéressant, par exemple, de créer un modèle semblable en Ontario ou dans les Maritimes et qui sait peut-être par la suite brancher ensemble ces différents sites-là pour permettre, par exemple, à un marchand, je vous disais de Sherbrooke tantôt, le marchand de Sherbrooke de vendre à Calgary, s'il est intéressé à vendre jusqu'à Calgary. Parce qu'une chose qui est importante, la logistique demeure importante. Donc, on va permettre aux commerçants de choisir ses zones de livraison. Il n'est pas obligé de livrer dans l'entièreté du Québec. Il peut livrer seulement dans sa région s'il veut aussi. Donc, ça, c'est la deuxième phase qui sera au début 2022. Et finalement, après ça, ce que vous faites, c'est juste regarder. Non, c'est ça, c'est la quatrième phase. C'est la phase d'évolution. On pense que le projet peut durer entre 18 et 24 mois. La seule chose, c'est qu'on pense qu'on peut le faire en forme par étapes, d'y aller progressivement. Ça va nous permettre en plus d'apprendre puis de voir où est-ce qu'il faut mettre un peu plus d'amour dans le développement de la plateforme. Ce qui ferait que, tranquillement, pas vite, on ajouterait des régions, on ajouterait des commerces, on ajouterait des fonctionnalités, etc. Parce que l'écosystème comprend beaucoup de choses
dont, entre autres, un marketing centralisé pour pouvoir faire de la personnalisation. Donc, on travaillerait à ce moment-là sur 18 à 24 mois là-dessus pour en arriver à une forme mature, en fait, de solution. Ça arrive à la fin de ma présentation. Je vais fermer mon deuxième écran. Puis, je vais me faire un plaisir de répondre à toute question que vous pourriez avoir. Je peux peut-être, je ne sais pas si je peux avoir accès. Oui, je peux avoir accès aux questions-réponses si vous en avez. Ou je peux, il y a aussi, je pense, une autre place où il peut y avoir des questions-réponses. Je ne me rappelle plus c'est où. Vous pouvez écrire vos questions soit dans le Q&A ou dans le chat. Dans les deux cas, on va être capable de les voir et d'y répondre. Ah oui, je l'ai. Jusqu'à maintenant, c'est le calme plat. Ah! La question vient de Daniel Rondeau. Merci, M. Rondeau. Intégration, boutique en ligne et transport, vous allez avoir une solution. En fait, ce qu'on compte, c'est d'intégrer des solutions qui existent. Ce qu'on s'est aperçu à une conférence de presse, je vous dirais, anecdote, à une conférence de presse, un journaliste a demandé à M. Fitzgibbon s'il allait créer un poste Québec. Et en fait, c'est complètement à l'inverse de la philosophie qu'on a. Nous autres, la philosophie qu'on a, c'est de dire il existe des offres de transport, il existe des offres de logistique dans le marché. Comment on peut faire que ces offres-là se parlent pour pouvoir créer un écosystème aussi au niveau logistique? On s'est aperçu qu'il y a certaines régions qui étaient très bien desservies en logistique, il y en a d'autres qui sont mal servies. Et il y a probablement des potentiels. Quand je vous disais tantôt, si on lance, par exemple, la première plateforme sur une région, disons, je prends une région comme le Saguenay, par exemple, bien, on pourrait voir la possibilité que des acteurs régionaux décident, par exemple, d'avoir un projet, d'avoir un centre de distribution régional pour les commandes Internet des commerçants de la région. Et de voir, est-ce que ça pourrait être financé en partie par le gouvernement ou par les instances municipales ou par le conseil régional, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut... C'est pas juste, on n'essaye pas juste d'améliorer la portion commerçant, on essaye aussi d'améliorer la portion qui appuie le commerce. C'est-à-dire, au niveau logistique, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la logistique à bien répondre à la demande des consommateurs à travers les commerçants. Donc, la question, c'est votre question par rapport aux solutions. Si nous autres, on a des solutions à développer, ça serait probablement des solutions de branchement entre les différentes offres logistiques. J'espère que ça répond à votre question. Oups. Oui. Ah, Jean-François Binette. Bonjour Alain, la première déclinaison du panier bleu était un bottin. Dans la version à venir, comment allez-vous gérer les questions des inventaires, des délais de livraison afin de répondre aux attentes des acheteurs? En fait, M. Binette, ben je l'ai dit, c'est simple, c'est pas simple, mais en fait, c'est de mettre ensemble. En ce moment, il existe, par exemple, des gens qui utilisent une solution comme Shopify, par exemple. Shopify a déjà des solutions d'inventaire, a déjà des solutions au niveau de gestion de logistique, etc. Nous, c'est de prendre ces solutions-là, de les mettre ensemble, ces solutions-là. C'est pour ça que je dis que notre objectif n'est pas de recréer un monstre, entre parenthèses. C'est vraiment de faire communiquer les solutions ensemble. Quand je vous disais tantôt de travailler en mutualisation, c'est-à-dire de travailler tout le monde ensemble, c'est aussi de parler on parle, par exemple, à l'entreprise Lightspeed qui nous a aidés à faire le catalogue en ligne qu'on a fait. Lightspeed est intéressé à ce qu'on réussisse notre projet parce que eux sont prêts à modifier leur solution pour nous aider justement à pouvoir les imbriquer parce que c'est une belle façon pour eux de faire de la représentation auprès des commerçants pour dire, regardez, on peut vous offrir une solution qui interagit avec une place de marché qui va vous amener beaucoup d'achalandage. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on veut créer le moins possible. On veut utiliser ce qui existe déjà.
je pense que c'est la façon de contrôler les budgets, mais c'est aussi la façon de ne pas avoir à investir constamment pour essayer de se garder à jour. Si on utilise des solutions qui existent sur le marché, ben on a encore plus de chances à ce moment-là que ça perdure dans le temps. J'ai encore du temps si vous avez des questions. Ça me fait plaisir. Oups, je viens de voir quelque chose passer. Oui, excusez-moi, je ne voyais pas passer. Monsieur Rondeau, oui, nous avons tout un défi. On pense que ça vaut la peine d'avoir de l'ambition. Mais ceci étant dit, ben, je suis content de vous parler aujourd'hui parce que on ne pense pas que ce défi-là, on va le relever seul. On pense que le seul moyen d'en arriver à ça, il faut que ce soit un projet de société, en quelque part. Il faut que les différents intervenants, autant au milieu municipal, au niveau des chambres de commerce, au niveau des SDC, etc., il faut qu'on ait un but commun. Le but commun, ben, c'est vraiment d'aider le commerce, puis aussi je vous dirais, de dynamiser la fibre québécoise actuelle là, qu'il faut qu'il perdure dans le temps. À quoi ressemble la réponse des Québécois à la plateforme actuelle Trafic, clic et vente générique? En fait, la plateforme actuelle, il faut la regarder en deux temps. Il y a la plateforme du répertoire des commerces. La plateforme des répertoires de commerce a connu un engouement dès le départ qui s'est amenuisé de façon importante pour la bonne raison qu'un répertoire, on le savait, c'était vraiment à court terme. C'est juste qu'il fallait, nous, aller chercher cette information-là qui n'existait pas. Fait qu'on a réussi à aller la chercher. Au niveau du quand on a mis les produits en ligne, c'est-à-dire au mois d'octobre, puis on a fait le lancement officiel au mois de novembre. Écoutez, on a eu plus qu'1 million de pages vues pour la période de novembre à décembre. On a eu plus de 250 000 visiteurs uniques sur la plateforme. Au niveau des ventes, on ne peut pas vous dire les ventes. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'on a transféré à peu près pour 10 millions de dollars de ventes vers les commerçants. On ne sait pas exactement. Ce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas voulu... on n'a pas voulu empêcher les commerçants d'être sur la plateforme. On ne leur a pas demandé d'aller lire si la transaction allait se compléter chez eux. La seule chose qu'on sait qu'on leur a transféré environ pour 10 millions de dollars de ventes potentielles, entre parenthèses. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que, parce que les commerçants nous l'ont dit, il y a des commerçants, par exemple, qui avaient parti des sites Internet de commerce en ligne depuis le début de l'année et ils ont triplé leurs ventes dans le temps des fêtes à partir du panier bleu, tout simplement parce qu'il y avait de la visibilité. Parce que, comme je vous disais tantôt, la solution, c'est la première étape, mais la deuxième étape, c'est vraiment la visibilité. Et nous autres, ce qu'on faisait avec le panier bleu, c'est qu'on leur donnait une visibilité gratuite qui leur permettait d'avoir justement la chance d'avoir des consommateurs. J'espère que ça répond à votre question. J'ai Jean-Pierre Bédard aussi qui demande pour les casiers intelligents, comment prévoyez-vous les déployer? En fait, lors des chantiers, on avait 2 entreprises de casiers intelligents qui étaient sur nos comités. Ils ont travaillé avec nous à expliquer un peu. En fait, il y a une nouvelle... Je parlais, depuis le début, je parle de mutualiser, puis il y a une espèce de solidarité qui se fait. Les premiers casiers qui avaient été pensés, moi, j'ai travaillé chez IGA, par exemple, j'ai mis en place des casiers, ce qui est vraiment pas une mince aventure parce que c'est des casiers réfrigérés et surgelés. Mais en passant pour, je suis pas sûr que tout le monde sait le concept des casiers, c'est qu'au lieu d'envoyer votre commande chez vous ou chez Post Canada, vous les envoyez dans un casier où vous allez les chercher dans un casier qui pourrait être, par exemple, adossé à un dépanneur ou des choses comme ça. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que ce qui a changé, c'est qu'initialement, les gens voyaient vraiment les casiers comme une place, une entreprise créait ses propres casiers. Ce qui change dans le marché en ce moment, c'est qu'on voit arriver l'avènement des casiers, je vous dirais, multimarchands et des casiers ouverts, c'est-à-dire tous les marchands peuvent utiliser les casiers dans la mesure que tu payes à l'utilisation de chacun des casiers. Fait que ça, ce que j'aime maintenant, c'est qu'on peut penser facilement travailler avec plusieurs joueurs au niveau des casiers parce que ça demande quand même un investissement et de les joindre ensemble dans une solution commune. Fait que c'est comme ça qu'on voit un peu le principe des casiers.
il serait très difficile d'être compétitif. C'est Yuri Rousseau qui demande ça. Il sera très difficile d'être compétitif au niveau des frais de la rapidité de livraison face à Amazon. Comment allez-vous réduire ces coûts pour être concurrentiel? Ça, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on a discuté quand on a fait les chantiers, principalement en logistique. Ceux qui sont spécialisés dans les centres de distribution pour les commandes Internet, ce qu'ils nous disaient, c'est que souvent, le plus gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont obligés d'ouvrir des comptes pour chacun des petits commerçants qui veulent traiter avec eux. Nous autres, ce qu'on pense, c'est que si on met, voyons, je vous dirais, pas un mur, là, mais si, par exemple, tous les commerçants devenaient des commerçants panier bleu et que panier bleu devenait le commerçant qui travaille avec le centre de distribution ou le transporteur, ça nous permet à ce moment-là d'avoir des économies d'échelle importantes parce que c'est le volume total qui décide du prix. Puis pour le transporteur ou le distributeur, il y a juste un client créé. À ce moment-là, c'est nous qui deviendrait celui qui travaille à avoir plusieurs clients. On pense que là, on peut faire des économies importantes, autant au niveau de la logistique qu'au niveau de l'envoi. Pour ce qui est de la rapidité de livraison, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup d'offres logistiques qui permettent d'avoir un taux de livraison quand même assez rapide. Probablement que vous avez déjà fait des commandes vous-même. Il y a des détaillants avec qui vous travaillez. C'est quand même incroyable à la vitesse que ça vous arrive. Souvent, l'offre est assez honnête. D'autres ont plus de difficultés. Je vous dirais que de repenser la logistique, je parlais tantôt, par exemple, des centres de distribution régionaux. Est-ce qu'il est possible de penser à un endroit, ce qu'on appelle un cross-dock ou un drop shipment directement dans un entrepôt régional, puis de faire le transport à partir de cet entrepôt régional-là une fois par jour ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on va être aussi compétitif qu'Amazon, c'est-à-dire pour certaines commandes d'être là dès le lendemain matin? Probablement. Ça existe déjà. Il y en a qui le font, par exemple, dans les grandes villes. En région, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, à moins que ça soit livré dans la région. Moi, je pense sérieusement que si on travaille ensemble, on peut arriver au moins à un niveau honnête que le consommateur va être prêt à, je vous dirais, à accepter. C'est-à-dire, si vous avez une livraison dans les 48 heures pour un consommateur, déjà, il va être satisfait du service. C'est ma dernière gorgée d'eau. Mais je peux quand même répondre à une ou deux questions encore. Écoutez, je pense que c'est la fin. Il est 15h48. Écoutez, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli, d'avoir écouté ce que j'avais à dire. C'est certain qu'on va vous tenir informé au niveau du développement de ça, parce que comme je vous disais tantôt, on ne veut pas travailler sans silo, on veut travailler avec les gens du milieu. Vous êtes souvent mieux placés que nous pour savoir les besoins de votre milieu, puis mieux placés aussi pour savoir les opportunités. Fait qu'on va le travailler avec vous. Ceci étant dit, je vais aussi fournir la présentation à Frédéric qui va pouvoir vous l'envoyer, qui va pouvoir la distribuer à l'ensemble des gens qui ont participé. Et aussi, la session est enregistrée, ce qui va permettre de la distribuer aux membres qui n'ont pas pu être là. Fait que sur ça, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là, puis on s'est informé. Merci.